Comment détermine-t-on la valeur patrimoniale d'une enseigne? Est-ce par son âge ou par le sentiment d'appartenance du public? C'est un peu ce qu'on cherche à établir lorsqu'on construit la collection, à essayer de voir, en fait, quel est le rapport que les gens entretiennent avec chacun des objets pour tenter d'en préserver l'histoire. Qu'est-ce qui fait que les gens s'approprient une enseigne au niveau émotif? J'imagine que les raisons sont multiples et on appelle ça en muséologie la relation affective. Vous savez, il y a plusieurs relations qu'on cherche à développer lorsqu'on développe des projets d'exposition et de mise en valeur. Et dans ce cas-là, en fait, ça fait partie un peu de ce qu'on est. Ça fait partie de notre paysage. Les enseignes comme ça, il y en a dans notre univers urbain, il y en a aussi dans l'univers rural, bien entendu, mais c'est des repères, c'est des marqueurs qui sont des marqueurs de ce qu'on est, de nos savoir-faire, de notre identité, de nos accomplissements, de nos relations au monde. Sa boutique de cordonnerie... La collection nationale du Musée de la civilisation compte plus de 300 enseignes. La stratégie du cas par cas est privilégiée pour choisir chacune des nouvelles pièces. Chaque objet a sa propre histoire. Cette enseigne de Gagné et Frères représente bien l'époque où les tubes au néon sont apparus. On parle beaucoup plus d'une entrée là, vers le 20e siècle. C'est vraiment effectivement une technologie tout à fait spéciale qui était vraiment associée justement à l'enseigne lumineuse du commerce pour attirer l'attention. Il y avait des colorations vraiment vibrantes. La collection d'enseignes n'a pas fini de s'enrichir. On essaie de s'interroger sur qu'est-ce qui manque, quelles périodes ne sont pas couvertes et quel message on veut aussi passer, quel héritage on veut laisser. Alors c'est quelque chose qui est en continuel développement.